En ce moment, donc, les gens, il y a une commission d'enquête. Ça avait été un peu une promesse de la France Insoumise, avec toutes les conneries de sondages faits n'importe comment, qui montrent absolument n'importe quoi des réalités politiques en pleine période électorale et du coup qui influencent aussi les périodes électorales de façon un petit peu délétère, surtout sur le temps de parole dans les médias, mais on va y venir. Il y avait une promesse un petit peu de faire une commission d'enquête sur l'organisation des élections, parce que bon, il n'y avait pas que ça, hein, mais dans laquelle du coup la question des sondages occupe une place très très importante, puisque les sondages sont réglementés sur l'organisation des élections, sur le temps de parole médiatique. Enfin, voilà. Les sondages sont-ils utilisés pour vous manipuler? C'est en tout cas la conclusion d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui a révélé comment les instituts de sondage, en collusion avec les médias, influencent ouvertement les opinions. Conclusion de la commission d'enquête, il me semble qu'elle est encore en cours. Bon. Je crois qu'on sous-estime à quel point les sondages ont pénétré en fait la mécanique de production du politique en France. C'est un sociologue. En fait, cette production est soutenue par des collusions d'intérêts. Enfin, les acteurs politiques sont intéressés à la production des sondages, les médias sont intéressés à la production des sondages. Les sondages sont devenus un produit d'information ordinaire, conforme à l'économie médiatique aujourd'hui, qui fonctionne très très rapidement. Produire un sondage, ça ne coûte pas cher. Et ça coûte d'autant moins cher que l'épisode de Rhinocéros, où Lumi et Usul ils parlaient de ça. De même, la façon dont ils font les sondages, ils le font vraiment au rabais. En mode, t'as des gens qui sont inscrits sur une liste mail, ils peuvent gagner des coupons de réduction ou je sais pas quoi, ils répondent à des trucs toute la journée, c'est un peu toujours les mêmes. Les échantillons sont jamais renouvelés parce qu'en fait, faire des vrais sondages, faire des enquêtes sociologiques au final, parce que c'est pas juste un sondage, faire des enquêtes, ça coûte cher. Et du coup, ça coûte moins cher de le faire au rabais et de faire des trucs qui vont toujours aller dans le sens du vent. Plus un résultat de sondage circule, plus la marque de l'institut circule, plus effectivement la publicité, parce que c'est ça qui intéresse les instituts. Faire circuler des sondages, c'est aussi un argument marketing pour les instituts eux-mêmes, et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est un business, tiens. Ah bah oui, c'est un business, oui. Tiens. Je suis désolé de vous couper sur ça, mais c'est une publicité qui est bien particulière. Parce que quand on paye de la publicité, c'est soi-même qui la paye, avec l'obtention d'un résultat qui est une visibilité augmentée. Quand c'est un politique ou un média qui paye un sondage... C'est un business, et en plus de ça, c'est les médias qui font la pub. C'est une pub dans l'institut de sondage, et du coup, les gens qui payent pour cette pub, c'est même pas l'institut lui-même. C'est les médias, c'est les Bolloré, c'est les personnalités politiques qui les commandent, etc. etc. C'est une dinguerie quand même. C'est clair qu'après, quand t'as CSA qui a été racheté par Bolloré, qui fait des sondages qui sont diffusés sur CNews, etc., au final, c'est une économie circulaire, quoi. Genre, t'as rien qui rentre, t'as rien qui sort, mais t'as juste... ça se multiplie, quoi. Ça fait partie d'une sorte de deal, en fait. Des sondages à bas coût contre une publicité maximale. Oui, du coup, ils font des sondages au rabais, ça leur coûte rien, et en plus de ça, ils récupèrent plein de thunes. Ouais. Et là, on a une autre explication de la médiocrité d'un certain nombre d'enquêtes, puisque le but n'est pas de produire du résultat ou des résultats en rapport avec la réalité, mais en fait de produire des résultats les plus spectaculaires possibles pour assurer un buzz maximal. Mais il y a une bonne partie du monde journalistique qui consiste en de la publicité. Les trucs de gratte-plume, là. Les articles en mode « cette super innovation pourrait changer les choses ». Notamment, tu sais, beaucoup un peu les médias positifs, un peu en mode « on va vous montrer les innovations », des trucs comme ça. C'est des publicités pour certaines entreprises, pour des initiatives privées, etc. etc. Donc en fait, c'est vrai que tu as beaucoup déjà du monde journalistique qui est de la publicité pour remplir des pages, pour faire du clic, pour machin, etc. Ouais, les trucs... c'est un peu le modèle BuzzFeed, mais c'est aussi un modèle qui a été repris par d'autres types de journaux, quoi. Typiquement pour les gens qui suivent bien le monde du jeu vidéo, etc. C'est vrai que le journalisme jeu vidéo est toujours dans cette fine ligne entre le journalisme et la pub, et généralement tombe plus dans la pub que dans la critique. Voilà, c'est vrai que les critiques de jeux vidéo, souvent, on pointe énormément du doigt leur manque de fiabilité en tant que critique, quoi. Brut qui devient de plus en plus comme ça. C'est vrai que Brut, ça a toujours été un peu ça, mais ça devient, oui, c'est de plus en plus, ouais, c'est vrai. Mais les sondages, ça permet de remplir du temps d'antenne, en fait, de la même façon que les publi-reportages remplissent des pages, quoi. Là, tu vas avoir Bolloré qui fait faire un sondage, du coup, ça va permettre à CNews de remplir son antenne pendant toute la journée, etc. Au hasard sur le port du voile, généralement, c'est surtout ça. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est aussi ce même principe de remplir du temps d'antenne, mais encore plus, tu remplis pas du temps d'antenne avec cette entreprise et une super innovation, donc tu fais un petit magazine en marge d'un magazine sur l'économie, focus sur cette entreprise intéressante. Mais par contre, tu fais un sondage sur le port du voile, là, t'es sûr que tu remplis l'antenne toute la journée. Et après, tu la remplis encore plus parce que ça va faire réagir des gens qui vont continuer d'alimenter le truc. Et du coup, tu vas pouvoir réagir sur la réaction, etc. Enfin bref, on dirait des streamers à la fin, quoi.
Le premier problème, pour moi, c'est un problème d'omniprésence, en fait, de surabondance des sondages politiques. Les sondages, why not, mais il y en a tout le temps. C'est limite un cliché journalistique de dès que tu vas parler d'un sujet, tu vas pas dire aujourd'hui on va parler de ce sujet parce que c'est intéressant. Tu sais, genre comme tu peux faire, tu sais, il y a un peu des émissions un peu France Culture, en mode aujourd'hui on va parler de ça et c'est pas grave, on peut parler de ça comme on parle d'autre chose, etc. Mais genre t'as presque un truc, notamment à la télé, où il y a besoin d'un sondage pour justifier qu'on parle de ça. Et en fait, au final, comme à chaque Est-ce que fois, vous saviez de que les fait, Français sont contre le voile? en fait, c'est ça. 72%. C'est que de fait, Les Français comme sont racistes. Il faut les comme il faut justifier le fait de parler tout le temps d'islam et que ça va commencer à se voir, ils disent oui, mais regardez, on a un sondage qui est sorti exclusif, donc c'est qu'il y a de l'actualité. En fait, ça crée de l'actualité sur rien, quoi. Regardez, les Français sont vraiment racistes. Écoutez-nous. En France, en moyenne, il y a 1000 sondages d'opinion qui sont publiés chaque année. 1000 sondages par d'opinion an pour tout et n'importe quoi. Ça fait plus que de jours, il y a 365 jours par an. En 50 ans, le nombre de sondages réalisés dans le cadre des campagnes présidentielles en France a été multiplié par 40. Entre 65 et 2017. On est passé de 14 sondages en 65 à 560. Waouh. C'est là que vraiment, c'est devenu vraiment un matrixage général, quoi. Vraiment, Ah bah tu ça. redeviens Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas, mes couilles sur la commode, quoi. Non, mon cul sur la commode. Les sondages sont au cœur de l'actualité politique. Ils sont devenus complètement indispensables pour les acteurs politiques. Effectivement, le service d'information du gouvernement dépense des millions en commande de sondages. Oui, et parfois, c'est des sondages comme Manuel Valls en mode est-ce que mes oreilles sont trop grandes, quoi. C'est. Rappelle le prix que ça a coûté cette Ah, étude des ah oreilles de ouais. Valls. Hein. C'était ta strat au début du quinquennat Hollande quand il était juste ministre de l'Intérieur. C'était de s'habiller en blanc tous les jours avec des turbo-costards pour que tout le monde parle de lui et d'avoir sa marionnette le plus vite au Guignol et pour un petit peu overshadow Jean-Marc Ayrault déjà. Enfin, Non, mais bref, ça, enfin, c'est. fier de Ça petit, me hein. fascine Ça comme me strat. hein. tabasse. Pour Après, du avoir coup, ma ça a marionnette marché, au il a eu sa Guignol. marionnette. Hein, mais... Et après, il s'est plaint que les Guignols parlaient mal de lui. Et en mode, bah oui, mais qu'est-ce que c'est. Il ne faut pas oublier non plus que maintenant, ce sont en partie sur ces sondages que se basent les banques pour délivrer des prêts aux acteurs politiques, que se base l'ARCOM pour définir la représentativité. Ça, c'est fou, hein. la pire des dingueries, ça. C'est vraiment. C'est vrai que tu C'est pour vois, ça qu'il y a autant c'est de l'Arcom, sondages. hein. Mais c'est pour ça qu'il y a tous les sondages qui fleurissent en mode à 3 ans l'élection présidentielle pour faire monter des personnalités, etc. C'est parce que ça leur permet après de récupérer de la thune, récupérer du temps de parole, etc. sur des sondages qui sont plus que douteux dans leur façon d'être conduits, quoi. Donc c'est vraiment. Ouais. Puis c'est une stratégie politique, quoi. Des partis et des listes, et que se base, c'était une proposition de notre actuel Premier ministre, que se basent également les maires pour accorder leur parrainage. Quoi. Voilà. Il faut des seuils. En gros, les sondages, c'est ce qui te rend bankable, quoi. C'est littéralement bankable puisque c'est avec la banque que tu. C'est une dinguerie. Hein. En cas, maintenant, il faut avoir au minimum 8% d'intention de vote dans un sondage. Quand on prend conscience de la manière dont sont produits ces sondages, on frémit à l'idée que les sondages puissent avoir une telle importance. Alors, ils sont devenus omniprésents, et ce qui est curieux, c'est que de mon point de vue, ils n'ont jamais présenté autant de faiblesses méthodologiques. Quoi. Plus ils sont omniprésents, plus ils sont mal foutus, quoi. La corrélation positive entre plus t'as de sondages, plus ils sont merdiques, quoi. Et du coup, plus ça légitime de faire plus de sondages parce que du coup, ils s'inscrivent dans la façon de faire de la politique au quotidien, etc. Alors, on a tous en tête des erreurs historiques de sondages, 95, 2002, le Brexit, les élections présidentielles américaines, 3 fois. Hein. Ces erreurs-là sont présentées comme des erreurs à peu près normales. Sauf qu'en fait, les erreurs des instituts sont quasiment constantes. Je me suis basé sur le cas de la France. J'ai pris toutes les élections depuis 95. Et j'ai pris les dernières estimations, c'est-à-dire celles qui sont censées être les plus fiables. Toute consultation électorale confondue, depuis 95, en fait, les estimations des instituts français se sont révélées erronées ou approximatives dans 1 cas sur 2. Tu joues à pile ou face et t'as un sondage juste et un sondage faux. Tu sais, quand c'est Odoxa, l'institut de sondage de Macron, qui faisait que mentir dans son sondage. Oui, c'était le truc qu'on avait vu avec le Off Investigation sur la chaîne d'Annie Eraz. C'était le truc de, en fait, que, l'institut de sondage Odoxa, c'était mis littéralement au service de la campagne de Macron pour le faire grimper, etc., avec des méthodologies ultra douteuses. Imaginons un médecin qui soigne bien un patient sur 2. Ça veut dire que tu pourrais faire des sondages au hasard, t'aurais un même taux de fiabilité des sondages que tu l'as aujourd'hui, quoi. C'est quand même une dinguerie. Un randomisateur de sondages, il aurait autant vrai que les sondages qui sont faits professionnellement, entre guillemets, quoi. Le fait qu'on n'ait toujours pas interdit ça, c'est fascinant quand même. Hein. Pierre Veil, l'ancien patron de la Sofres, avait écrit une tribune dans Le Monde. Il avait dit « Oui, les redressements, c'est comme la cuisine, il y a des recettes, mais il y a aussi, écoutez bien le terme, du pifomètre. » Donc en fait, on redresse des enquêtes politiques sur la base du pifomètre. Le redressement, en gros, c'est quand ils font l'enquête, ils ont des résultats, ils sont en mode « Ouh là là, je trouve que Mélenchon est un petit peu trop haut, du coup on va le baisser. Je trouve que Zemmour est un peu trop bas, on va le monter. » En fait, à chaque fois, c'est redressé pour se dire « Ah là là, mais du coup, notre échantillon n'est pas forcément totalement représentatif, du coup on va redresser en fonction de ce qu'on pense que la société pense. » Voilà. Parfois, on le fait en fonction des résultats précédents des sondages.
tous les sondages ont dit de la merde, bah du coup on va faire en sorte que notre sondage dise à peu près autant de la merde que les autres. C'est un truc dont on parlait hier, mais la question du voile dans le sport, je trouve que c'est vraiment la version française un petit peu, enfin les mêmes arguments, les mêmes trucs que les personnes trans dans le sport, mais y compris l'emballement médiatique qu'il y a autour de ça à base de rien. Oh, il y a eu 8 incidents, on sait pas c'est quoi ces incidents, et du coup ça vaut pour les milliers de personnes qui sont concernées par ça, quoi. Donc c'est aussi un truc c'est comme ça, enfin, pour tout ça pour dire que c'est par les sondages aussi que les paniques morales sont créées de toutes pièces. Et on le voit, par exemple, avec la question du voile, on l'a vu aux États-Unis avec la question des personnes trans. Et en fait, c'est la même méthode à chaque fois, quoi. Si, manifestement, les redressements ne correspondent pas exactement au rapport de force ressenti, bah, on modifie, en fait. Pifomètre. Genre vraiment, ouais, je pense que là, c'est moins raciste que ce que c'est vraiment. Ouais. On va y aller plus fort. Ah, la Mélenchon, c'est un peu trop. On va le baisser un peu quand même. Hein. C'est une façon aussi d'admettre que leur méthode est nulle. S'ils se disent, avec notre méthode scientifique de faire des sondages, on n'arrive pas à avoir les bons résultats, quels qu'ils soient, ça veut dire que votre méthode est merdique, du coup. Ça veut dire que vous savez pas faire des sondages. Si vous avez besoin. Faut interdire cette merde. Ah ouais, non, je me demande pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas les sondages. Genre, c'est la proposition. Je sais, il y a un intérêt politique, mais est-ce que les gens, ça les mettrait vraiment en colère d'interdire les sondages? Bah non. Ou alors pas sur des questions politiques, faudrait les autoriser sur c'est quoi votre plat préféré, quoi. Ça, limite, après, c'est comme tout. Les gens ont été éduqués à vivre selon les sondages. Du coup, il faut les rééduquer à vivre sans les sondages, tu vois. Ça s'est fait. Oui, il y a une matrice qui est tellement puissante. Ah oui. Vous l'avez un petit peu abordé. Il n'y a pas seulement les sondages sur les élections. Il y a aussi les sondages sur des thèmes. Sur la question, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Brunner, mais quand on fait des sondages sur l'immigration, quand on fait des sondages sur l'insécurité, quand on fait des sondages, ça permet de créer une... Et ça amène à des sondages sur le sentiment d'insécurité. Avec ce fameux sondage ultra ubuesque de « Est-ce que vous pensez que les Français ont un sentiment d'insécurité, ou alors qu'il y a un sentiment d'insécurité chez les Français, ou alors que, en mode, tu demandes aux Français s'ils pensent que les Français ont un sentiment d'insécurité. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu penses que les Français, ils sont racistes? Bah oui, je sais pas, je vais répondre oui, parce que je pense que les Français, ils sont racistes. Et du coup, ça va être, regardez, tous les Français sont racistes, du coup, ils ont raison de l'être. T'es en mode, bah non, tu m'as demandé si je pensais qu'ils l'étaient. Pas s'ils le sont vraiment. Oui, enfin, de fou. Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui pensent que c'est normal de penser qu'il y a un sentiment d'insécurité? Le plus gros dinguerie de sondage que j'ai vu, c'est quand même sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Oui, de fou, pendant le Covid. Est-ce que vous pensez que l'hydroxychloroquine est efficace pour lutter contre le Covid en mode... Oui, vraiment, avec votre niveau d'expertise là. Genre, en fait, c'est une façon de calculer à quel point les enfumages du professeur Raoult ont eu de l'incidence sur un échantillon de gens qui répondent à des sondages, ce qui ne veut absolument rien dire. C'est genre même ça, tu vois, même sur les gens. Quelle arnaque, hein. Oh là là. Une ambiance aussi qui n'est pas seulement électorale, qui est une ambiance politique globale, et particulièrement quand on se rend compte que désormais il y a des personnes qui possèdent à la fois le journal qui commande le sondage et la chaîne de télé qui va commenter le sondage. Typiquement Bolloré qui possède CSA, etc. etc. D'ailleurs, ils ont convoqué Bolloré, enfin ils ont convoqué CSA du coup, qui est le truc de Bolloré, de sondage, et CSA n'a pas répondu à la convocation de l'Assemblée nationale. Et du coup, ils ont réitéré leur convocation, ils ont dit c'était une convocation en fait, ce n'est pas une demande d'audition. Oui, vous n'avez pas le droit de dire non en fait. Une commission d'enquête. Allô. En fait. Et puis il y a ensuite la question purement politique, c'est-à-dire est-ce que ces sondages sont réellement capables d'aller donner des éléments politiques. Alors le problème qu'on a d'une certaine manière, c'est que la défense qui va être celle des instituts de sondage, ça va être de dire nous on donne une photographie. Et cette photographie, c'est un moment T. Donc... c'est une photographie, attention. Hein. Ces sondages électoraux ne sont qu'une photographie. À l'heure actuelle, tout peut encore bouger. N'y croyez pas. Alors, du coup, ça sert à quoi? Ça sert à savoir ce que pense la société française. C'est une photographie de la société. Le niveau d'arnaque, ça me terrifie. Hein. Il est vachement retouché, la photo, quand même. Hein. Mais les sondages donnent souvent le Rassemblement national gagnant des élections. Et pourtant, le Rassemblement national ne gagne pas les élections. Et ça fait quand même un petit moment que pour l'instant, même aux élections législatives... Oui, et puis après, l'argument qu'ils peuvent donner, c'est que du coup, comme le sondage a dit qu'ils allaient gagner, il y a eu une mobilisation en retour, etc. Et du coup, la question, c'est que s'il n'y avait pas de mobilisation, est-ce que les gens auraient forcément voté, etc. Est-ce que les gens ne votent que contre le RN, ou est-ce que... Enfin, juste parce qu'ils ont peur qu'ils gagnent, ou alors juste que, en fait, ils votent contre le RN parce qu'ils n'aiment pas le RN. Enfin, tu vois. Ces sondages construisent une réalité politique
en laissant penser qu'effectivement c'est une photographie de l'opinion, mais en fait cette photographie de l'opinion ne correspond absolument à rien. Alors ce sont des sondages qui vont vous évoquer un certain nombre de choses, notamment celui qui est reporté par Image, sondage présidentiel, donc on est en 2011, à un an de l'élection présidentielle de 2012. Regardez bien ce titre, sauf pour DSK, rien n'est joué. Là, un autre sondage qui date de février 2022. On est à 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Regardez bien ce que fixe en fait l'enquête en question. Elle fixe des rapports de force complètement virtuels. Les écarts entre les estimations, donc là c'est 2022, 9 points d'écart pour Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même une dinguerie. Il était à 12. C'est fou, hein. Il a fait C'est 21, fou, hein. 9 points d'écart. 9,9, donc presque 10. Genre, Mensonge. Hein. 8 points C'est pour Valérie fascinant. Pécresse. Alors, mais à la baisse pour le coup, 8 points à la baisse pour Valérie Pécresse. 8 points pour Zemmour. Bah oui, à la baisse aussi. Hein. C'est marrant, c'est à la baisse pour la droite et à la hausse pour la gauche. C'est marrant. Mais c'est scandaleux. Pour Marine Le Pen, 6 points d'écart aussi pour Marine Le Pen. Alors là, pour le coup, à la baisse, encore une fois. Et 3 points d'écart pour Emmanuel Macron. Donc là, à la hausse. Il y a des petits graphiques, alors on a l'impression que c'est scientifique. Alors du coup, on dit voilà. Oui, et puis Roussel à 4%. Oui, bref, parlons-en. Anne Hidalgo à 2. Bon, oui, au final, elle a fait quand même moins. 8,5 points pour Éric Zemmour. Éric Zemmour qui avait été donné par certains instituts au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2022. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles les os dans le chat. Zemmour va gagner, etc. Oui. Incroyable, mais c'est fou. Hein. En fait, à chaque fois, j'oublie le niveau de dinguerie. Oui. J'oublie. Oui, Mélenchon sous-estimé à 3 jours de la présidentielle de 6 points. On est d'accord, c'est ça. Hein. 9 points. 9,9, presque 10, gros. Genre, c'est 9,9 points de moins. Oui, c'est ça le truc, les européennes. Regardez, l'abstention à un niveau record, elle va encore gagner. Et au final, la gauche a gratté sur l'abstention pour améliorer. Ah, ça me fait penser au truc. En 2019. Ça me fait penser au dièse de popularité là qu'il y a partout là. Ah oui. 3 jours, c'était 6 points en moins. Ok, d'accord. Oui, non, c'était à 3 mois qu'il était 10 points en moins. Ok, d'accord. Oui, pareil, l'estimation de l'abstention à 57% aux européennes de 2009, au final, ça a été à peu près à 50. Donc, pareil, 7 points d'écart, c'est quand même pas rien, quoi. C'est-à-dire que là, tu as le truc Cluster 17 qui est sorti, là, qui distingue est-ce que vous aimez bien cette personne, est-ce que vous la soutenez. Et tu vois, parfois, l'écart entre ce que. Genre, typiquement, Dominique de Villepin, il arrive en 3e position des personnalités préférées, je crois que c'est à gauche, un truc comme ça. Mais le soutien, c'est 6%, tu vois. C'est un peu en mode, du coup, ce qui compte, c'est le soutien, à ce stade, notamment. Oui, à ce stade voilà. Les élections européennes de 2019, on avait annoncé un niveau record d'abstention. Et de fait, qu'est-ce que ça fait, la publication de ces sondages? Ça génère, en fait, tout un débat sur la crise de la représentation politique, la désertion civique. Oui, du coup, tout le monde va dire, regardez, les citoyens n'aiment plus l'Europe, ils ne vont plus aux urnes. Et du coup, tu vas avoir des plateaux télé entiers qui vont gloser sur l'abstention, en disant, elle va à un niveau record, etc. Et au final, bon... Et puis bon, encore une fois, c'est pas juste un manque de sens civique le fait de s'abstenir, quoi. Or, il se trouve que à ces élections, on a atteint le 4e meilleur niveau de participation électorale. Regardez bien cette capture d'écran de LCI en haut à droite. Élection européenne, la grande surprise de la participation. En fait, il n'y a que de surprises parce que pendant toute la campagne, on a cru les résultats de sondage. Oui, c'est ça, c'est qu'une surprise juste parce que les sondages ont dit de la merde. Front National, Rassemblement National, d'après mes analyses, c'est l'un des objets politiques les plus rentables d'un point de vue médiatique. C'était vrai du temps de Jean-Marie Le Pen, mais a fortiori depuis que Marine Le Pen est devenue présidente du parti en 2011. Oui, parce que depuis qu'elle est devenue présidente du parti, du coup, c'est une figure médiatique plus facile à discuter que l'était Jean-Marie Le Pen. Et du coup, on peut dire, regardez, les gens veulent voter pour elle, peut-être, la dédiabolisation, etc. Enfin, voilà. Je pense par exemple, vous voyez, là, ce sont les élections départementales de 2015. J'ai pris les estimations de 4 instituts. Résultat final du Front National, c'était 25%, et certains instituts le mettaient à 33%. Cet institut qui a mis le Front National à 33% a convoqué une conférence de presse dans un hôtel à Paris, en présence de Marine Le Pen, pour la féliciter. Donc il y a un institut de sondage qui l'a surévalué, et pour présenter le sondage, ils ont fait une conf de presse avec Marine Le Pen. Ouais, c'est vraiment la collusion entre les sondeurs. C'est quoi? C'est CSA, j'imagine, qui a fait ça? Vraiment, mais le complot. Hein. Le Front National est arrivé premier, en fait, à l'issue de ces élections départementales. Sauf que dans le commentaire, toujours la même chose. Départementale, Pascal Perrineau, qui est pourtant un très bon spécialiste du Front National, pour le Front National, cette élection est un échec. Comme elle est donnée beaucoup plus haute dans les sondages, ils disent les départementales ont été un échec pour le Front National, donc c'est bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger du Front National. Alors que tu es en mode, à la fois, arrêtez de les surestimer dans les sondages, mais en même temps, arrêtez de sous-estimer la menace de l'extrême droite. Tu vois, genre cette espèce de double effet qui se coule bizarre, quoi. Ce n'est pas possible
que Éric Zemmour soit à 17, 18, 19. Et on expliquait pourquoi. On avait été repris de manière très critique. Comme aujourd'hui, ils ont peut-être pas eu les 300 députés annoncés pour la dissolution, mais ils sont quand même passés de 88 à 147, donc une forte progression quand même. Bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ça te met dans des discours paradoxaux qui, quoi qu'il arrive, ne correspondent même pas à la réalité politique, quoi. Par contre, quand la FI gagne des sièges municipaux et pas qu'un peu, ça gueule à la défaite de LFI, JPP. Oui, de fou. Quand t'as LFI qui parle de rien et qui gagne des trucs, c'est en mode la fille a perdu à Villeneuve-Saint-Georges. Ils ont quand même un bon groupe d'opposition entre temps. Hein. Il y a au moins 2 conditions pour qu'on puisse parler de science. Un, la transparence, ce qui n'est absolument pas le cas des pratiques. Oui, pareil, les sondages, c'est une boîte noire. C'est en mode faites-nous confiance, on a une super méthode. Alors, du coup, tu sais, souvent les sondages, ils sortent, ils ont une espèce de PowerPoint, un peu PDF, etc. Ils disent voilà la méthodologie. On a un échantillon de temps. Entre Internet et téléphone, etc. Et du coup, tu es en mode, bah ouais, mais alors est-ce que c'est le même échantillon? Comment est-ce que vous les avez recrutés? À quel point c'est randomisé, etc. Enfin, en fait, tu as plein de trucs. On va te regarder notre méthodologie, mais par contre, il y a des non-dits dans la méthodologie qui font que tu es en mode, mais. Et du coup, concrètement, en fait, qu'est-ce qui différencie cet échantillon du précédent? Est-ce que cet échantillon est renouvelé? Est-ce que, etc., etc. quoi. Et 2, la possibilité de vérifier que les résultats soient vérifiables et reproductibles. On est absolument pas du tout en mesure, en fait, de satisfaire à ces 2 conditions. Ils ont un institut de sondage. Leur but prétendu, c'est de donner une photographie claire de la France d'aujourd'hui. Mais par contre, ils veulent pas dire comment ils font. Alors, ils disent non, c'est nos méthodes quand même. Sinon, la concurrence, elle va s'en emparer. Mais ils savent que si un jour il y a des gens qui mettent trop le nez dedans, on va voir l'arnaque monumentale que c'est, quoi. Bien sûr. C'est pour ça que tu as des instituts de sondage qui veulent pas se présenter à la commission d'enquête, je pense. Hein. Ils ont vu Je comment pense ça que s'était là, passé ça y est, pour ça commence à l'Arcom. être la sauce, quoi. Ils ont vu comment c'était passé avec Saint-Toul. Ils sont oh putain, on va se taper Léaumont et Cadal, putain. Putain, mon rêve, j'ai vivement que ça arrive, ils vont les terminer. Hein. Ah ouais. Par rapport à un sondage qui a fait parler relativement beaucoup de lui ces derniers jours à propos du rapport des jeunes de 18 à 30 ans à la situation internationale. Alors j'ai regardé d'abord sur le plan méthodologique. Donc ce sondage est commandé par 20 minutes à Opinionway, manifestement. Il a été réalisé sur la base d'un échantillon de 314 jeunes. Donc sur ces 314 jeunes de 18 à 30 ans, ensuite, le 20 minutes et une partie de la presse, Valeurs Actuelles, La Charente Libre, Yahoo Actualité, tire des conclusions assez nettes. C'est près de la moitié des jeunes Français sont prêts à s'engager en cas de guerre en France. Ce sondage donc, qui arrive à ce moment précis de l'actualité dans le contexte de l'allocution du président de la République, en réalité a été interprété assez largement comme une volonté en général d'aller au combat. Et donc je me suis dit, allons chercher la question précise. À ce stade, je ne l'ai pas encore trouvé, le sondage d'Opinionway, pour l'instant sur le site d'Opinionway. C'est vrai que souvent, dans beaucoup de sondages, c'est très compliqué de remonter à la source. Alors, pas bon, pour les sondages présidentiels, électoraux, etc. En vrai, tu trouves très très vite le PDF, etc., dont je vous ai parlé avec la méthode, etc. Mais c'est vrai que parfois, tu es en mode, il y a un sondage, et tu le cherches, et tu le trouves pas. Et tu sais pas c'est quoi la question. Et t'es en mode, qu'est-ce que je dis, de pourquoi, de où, est-ce que je peux un peu, voilà, et ça, hop, voilà. Ouais, non, mais ce qui compte, c'est regarder. Il y a la moitié des jeunes Français qui sont prêts à s'engager au front. Donc finalement, Macron a raison. Sert à une ambiance va-t-en-guerre qui est installée dans le pays, sert à installer l'idée que la marche vers la guerre est inéluctable et donc a un rôle décisif. Surtout sur la teneur des discussions, où les discussions vont se centrer uniquement sur est-ce que vous êtes prêts à faire la guerre et pas sur bon, alors qu'est-ce qui se discute exactement dans les accords de paix, qu'est-ce qui était ce fameux truc de oh là là, Trump qui appelle Poutine et t'es en mode tu te poses pas de question de pourquoi les Européens sont écartés de ça. Du coup, en fait, ça participe aussi à masquer les réalités diplomatiques vis-à-vis du public. C'est que du coup, ça résout la question que est-ce que tu es prêt à t'engager dans l'armée et pas à mieux comprendre ce qui sous-tend le conflit, ce qui sous-tend les débats autour du cessez-le-feu ou pas, des accords, qu'est-ce que contiennent ces accords, etc., etc. Donc ça participe aussi de la perte de comment dire, de la dépolitisation finalement des citoyens, parce que tout se résume à est-ce que tu vas prendre les armes. Bon, il y a des trucs entre temps en fait. Ça permet à des médias de participer à ce bruit médiatique et donc de produire, j'emploie ce terme volontairement, quelque chose qui ressemble à un article, quelque chose qui ressemble à une forme d'information alors que ça ne l'est pas. Oui, parce que la question que ça pose aussi, c'est le rôle des journalistes en fait, qui n'ont qu'un rôle de soit tu reprends la dépêche AFP, soit tu reprends le sondage à la con, et puis tu grattes un article, et puis de toute façon c'est tout ce que tu es payé à faire parce que tu es un pigiste et que tu n'as pas le droit de faire autre chose, et que de toute façon
Si on veut vraiment parler de politique, c'est verrouillé en haut et qu'il n'y a que quelques journalistes stars qui peuvent vraiment faire des enquêtes, etc. Et ils le font même pas d'ailleurs. Donc bon, enfin, il y a aussi ça, quoi. C'est aussi tout le monde journalistique qui est malade de ça, quoi. Cette commission peut résulter en quoi? Il y a moyen que ça change les choses. Bah, après une commission d'enquête, tu rends les J'arrive. travaux et une fois les travaux rendus, tu peux les transformer en des propositions. Alors propositions de loi, propositions de résolution, etc. Et ça donne, on va dire, une légitimité de. Bah, on a demandé à des experts, du coup, ça légitime qu'on fait une proposition de loi pour, je sais pas, genre, par exemple, réduire les sondages en période électorale, puisque là, c'est une commission d'enquête sur la tenue des élections. La question des sondages rentre dans ce contexte-là. Et donc, ça va être vraiment sur. Ça va leur permettre après de déposer un truc sur est-ce que on peut faire une proposition de loi, faire un débat à l'Assemblée nationale sur la réduction des sondages en période électorale, etc. Voilà. Et ça alimente le débat et la discussion politique, quoi. La commission d'enquête sur l'Arcom, les auditions auprès de l'Arcom directement, pas auprès de l'Assemblée nationale, mais où l'Arcom, du coup, faisait le reproche à CNews de dire que vous n'avez pas assez d'informations pures. Et CNews qui répondait non, mais alors nous avons de l'information pure. Enfin, en gros, ils ont une tranche info à la con qui passe une fois de temps en temps, et puis voilà, hop, le travail est fait. Mais surtout, les émissions comme donc l'heure des pros, etc., c'est de l'information augmentée. Ces émissions-là de Pascal Pro en mode café du commerce où les gens ils parlent à tour, c'est de l'information augmentée. C'est le truc qu'essaye de faire bouger CNews pour encore se faire passer pour une chaîne d'information en continu. C'est aussi un problème qu'a de plus en plus BFM TV parce qu'ils sont de plus en plus sur le modèle CNews. Et en fait, du coup, ils présentent ça comme de l'information augmentée, alors qu'en fait, l'information augmentée, c'est juste, tu as le titre de l'émission, qui est l'information, qui généralement n'est pas tout à fait correcte et manipulée, etc. Enfin bref, qui est très très orientée. Et du coup, en fait, quand ils parlent entre eux, quand ils déblatèrent, c'est de l'information augmentée, du coup, vous inquiétez pas. Voilà. Et en fait, c'est ce même truc, c'est vraiment comment on remplit du temps d'antenne au maximum en continuant d'être présenté comme une chaîne d'information en continu, etc. Enfin là, c'était... Voilà. Augmenté de pastis, surtout la pénurie d'œufs à cause du ramadan, c'est sûr que c'est la connerie augmentée là. Bah oui, de fou. En fait, c'est ça, c'est que comme c'est de l'information augmentée, bah du coup, ça pose plus la question de la légitimité de l'information que tu présentes comme la base du débat. Parce que bah tu peux dire n'importe quoi, hein, la pénurie d'œufs. Est-ce la faute du ramadan? Alors tu mets un point d'interrogation, comme ça tu passes. Voilà, comme ça ce n'est pas de la désinformation, c'est je ne fais que poser une question, comme pour les punaises de lit et les immigrés. Hein. Le truc de est-ce que les punaises de lit pourraient être liées aux migrants? Je pose la question, je pose la question. Sur les musulmans, c'est assez spectaculaire. Quand j'utilise mes alias, mes fausses identités en tant que musulman, ce que je ne suis pas, je suis souvent sollicité par les instituts de sondage parce que j'ai sans doute à leurs yeux une valeur plus grande d'un point de vue des sondages, puisqu'en fait, je vais être questionné sur mon rapport à la politique, sur mon rapport à la République, ce que probablement d'autres postulants à des réponses paraîtront moins intéressants aux yeux de ces panels. Donc ça a un impact, c'est certain, dans la fabrique du débat public, et ça l'a encore plus quand aujourd'hui vous avez des groupes de presse, des groupes médiatiques qui ont des visées qui ne sont pas simplement informatives, mais qui sont politiques, culturelles, civilisationnelles. Je ne sais pas où il faut s'arrêter dans la gradation de leurs ambitions, qui tendent à fabriquer une représentation du réel qui correspond à leur idéologie beaucoup plus qu'à ce qu'est la société française aujourd'hui. Et donc c'est une responsabilité très grande qu'ont les entreprises qui font des sondages. Ok. Bon, en tout cas, intéressant. Donc ça, encore une fois, c'était un extrait de la commission d'enquête. Je crois qu'elle est encore en cours en ce moment. Mais c'est assez intéressant. J'ai hâte de voir les auditions des instituts de sondage, des entreprises de sondage, parce que ça pourrait être aussi intéressant sur les questions qui vont leur être posées et sur les réponses qu'ils vont donner. Mais déjà, ça pose un petit peu les bases et le cadrage par donc, du coup, un sociologue et un journaliste sur ce truc-là. Et en vrai, bon, c'est un truc à gauche, on le dit souvent. En tout cas, ils ont invité des gens qui étaient vraiment anti-sondage. Hein. Ah oui, de fou. De fou. Après, tu vas avoir la version... tu vas avoir la version des gens qui défendent leurs petits trucs, etc. Mais je trouve que c'est une commission d'enquête à suivre. Je ne sais pas si je vais la suivre aussi assidûment que celle sur le renouvellement des fréquences de TNT. Mais c'est un truc, au moins le désastre des instituts, comment ils vont mal se défendre, quoi. Même si c'est des petits montages, des petits extraits ou quoi. Parce que l'intérêt dans une commission d'enquête, j'aime bien parce que c'est souvent construit comme ça une commission d'enquête, c'est qu'ils commencent par interroger des chercheurs, des gens qui ont travaillé là-dessus, etc. pour dégrossir un peu le sujet de la part de gens qui ont déjà étudié le truc. Et ensuite, ils se basent un petit peu là-dessus pour informer les questions qu'ils vont poser aux professionnels. Et du coup, en fait, ils vont mettre en confrontation finalement ces professionnels avec ce que leur ont dit les chercheurs qui ont travaillé dessus. Et du coup, souvent, ça permet de rendre les questions plus piquantes et de savoir aussi mieux déjouer leur piège de la part des députés qui font les commissions d'enquête, quand ils les font bien en tout cas. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir un peu la base et sur quoi ça va construire pour coincer les instituts de sondage, ça va être marrant.
C'est logique quand t'es chercheur de défoncer les sondages. Parce que tu fais un travail au quotidien qui est à l'inverse de ce qu'ils font, alors que eux se prétendent faire le même travail que toi. Enfin bref, en tout cas, affaire à suivre. Ciao. Salut, ciao les gens. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.